Ok, c'est Ouais, bon, vous voyez bien mon écran? c'est bon, c'est nickel. Ok, bon, je vais essayer de rattraper Idan en attendant qu'il arrive à se connecter. Donc moi, en fait, j'ai choisi de faire plutôt ça, de traiter les ménisques sous forme de cas cliniques. Donc voilà, je vais vous faire quelques cas cliniques. Il y en a qui sont assez simples, mais voilà, ce sera pour aborder les différentes questions, essayer de faire un peu le tour de la pathologie méniscale à travers des cas cliniques. Donc voilà, donc on va commencer par le cas numéro un. C'est une patiente qui est âgée de 49 ans, qui présente une gonadie interne avec tuméfaction. Donc voilà, je vous laisse regarder les coupes sagittale téléphasate, coronale et axiale téléphasate. Puis voilà, jugez par vous-même de ce que vous constatez. C'est pas très compliqué le premier cas. Voilà le premier cas. Voici les questions que je vous pose. Est-ce qu'il s'agit d'une fissure longitudinale verticale avec kyste méniscal, une fissure longitudinale horizontale avec kyste méniscal, une fissure radiaire avec kyste méniscal, une fissure complexe avec kyste méniscal, et est-ce qu'on peut éliminer un cylindrosarcome? Alors, on ne peut pas éliminer un cylindrosarcome. Laetitia, je te laisse faire le sondage. C'est choix unique, hein? Ouais, choix unique. Ok, c'est parti. Voilà, c'est pas un sondage trop difficile, hein, donc voilà, Ouais, on va pas le on va laisser pas trop passer trop, longtemps. trop de temps dessus. Hop, alors, arrêtez le vote. Et voilà les résultats. Voilà. Donc bon, voilà, vous avez tous quasiment trouvé la solution. Effectivement, c'est pas très difficile. On voit très bien qu'il y a une fissure horizontale, voilà, donc longitudinale horizontale avec un volumineux kyste méniscal qui est développé à cette dépens. Voilà, donc, en fait, c'était juste pour introduire la classification des lésions méniscales, voilà, qui est quand même le b.a.-ba pour parler des lésions méniscales. Voilà, et bien faire la différence entre les lésions longitudinales et radiaires. Voilà, bien comprendre comment décrire une lésion méniscale. Donc, tout d'abord, voilà, on va les classer en deux types. D'abord, les longitudinales et les radiaires. Dans les longitudinales, en fait, elles respectent le sens des fibres du ménisque et on retrouve les fissures longitudinales horizontales et les fissures longitudinales verticales. Donc, pour ce qui est des fissures longitudinales horizontales, donc ce n'est pas toujours le cas, mais dans la plupart des cas, on les retrouve au niveau des cornes postérieures du ménisque médial. Donc le terrain, c'est plutôt les patients de plus de 40 ans et c'est plutôt des lésions dégénératives que traumatiques. C'est des lésions qui vont plutôt arriver chez les patients qui ont déjà un ménisque un petit peu dégénératif, un petit peu méniscosique. Et on constate qu'elles sont souvent associées à des kystes juxtaméniscaux, comme on retrouve sur le cas clinique que je vous ai présenté. Les deuxièmes fissures longitudinales, c'est les fissures verticales, donc voilà, qui vont donc d'une surface à l'autre du ménisque. Et celles-ci, elles sont dans la plupart des cas localisées au niveau du tiers périphérique de la corne postérieure du ménisque médial, mais aussi latéral. Au contraire des fissures horizontales, on les retrouve plutôt en post-traumatique chez un sujet jeune et très fréquemment associées aux ruptures du LCA. Donc il faut systématiquement les chercher. Quand on a une rupture du LCA, il faut aller chercher la fissure méniscale verticale, et puis elle a une importance en thérapeutique. On y reviendra. Et donc, ces fissures verticales, c'est elles qui vont donner le plus souvent des languettes, et c'est aussi elles qui vont donner ce qu'on appelle la luxation en anse de saut. Pareil, on y reviendra plus tard. Donc voilà, on a vu la première partie, les fissures longitudinales qui peuvent être soit horizontales, comme on voit ici sur le schéma, soit verticales, donc d'une surface à l'autre. Et ensuite, on a les fissures radiaires. La différence entre les radiaires et les longitudinales, c'est que les radiaires, en fait, elles vont couper les fibres longitudinales du ménisque. Elles vont lui faire perdre sa fonction de diminution des contraintes. Et donc, elles vont être à fort risque arthrogène. Donc, on a deux types de fissures radiaires. On a les fissures complètes qui vont couper entièrement le ménisque et les fissures partielles qui vont couper partiellement le ménisque. Donc, ils ne vont pas le diviser en deux parties. Donc, les fissures radiaires, pour ce qui est de la complète, on les retrouve donc plutôt au niveau de la corne postérieure du ménisque médial. Comme on retrouve dans cet examen, on voit effectivement qu'il y a une rupture complète de la corne postérieure du ménisque interne. Alors, celles-ci, elles peuvent être soit dégénératives, soit traumatiques. On les retrouve aussi bien chez le patient âgé, qui a un ménisque très dégénératif, méniscosique, et donc qui va faire une fissure radiaire, mais on peut également les retrouver chez le patient jeune au cours d'un traumatisme, qui va au cours d'un traumatisme ou d'un sport violent, traumatiser son ménisque et faire également aussi une rupture radiaire sur ménisque sain. Voilà, donc un des signes associés, c'est bien sûr l'extrusion méniscale. Comme il y a une rupture du lasso, le ménisque va un petit peu sortir et donc va s'extrure. Et comme je vous ai dit, il perd sa compétence de diminution des impactions et des contraintes. Et donc, ça va exposer à l'arthrose et aux fissures sous-chondrales. Pareil, on y reviendra. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a vu les longitudinales, horizontales et verticales, mais également les radiaires, complètes et incomplètes. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, tout le reste, ça va en découler.
On a par exemple des variantes. Alors, les plus connues, c'est bien sûr le bec de perroquet. Le bec de perroquet, en fait, ça va associer une fissure verticale, mais également avec une composante radiaire. Donc, vous voyez ici, on voit très bien la fissure verticale qui ressemble un petit peu à celle-ci, mais elle va venir sortir du ménisque. Elle va donc avoir une composante radiaire, elle va décrocher une petite languette qui va être à fort potentiel arthrogène et instable. Et on a bien sûr les fissures complexes qui vont associer en fait une composante horizontale et une composante verticale. Donc voici un exemple de fissure en bec de perroquet. Vous voyez ici la composante verticale, d'accord, d'une surface à l'autre. Et on voit ici que sur la vue axiale, elle vient sortir du ménisque et on voit très bien qu'elle vient décrocher une petite languette qui sera donc très instable et à fort risque arthrogène. Voici un autre exemple, donc la fissure complexe. Donc vous voyez ici, on voit qu'il y a une association entre une fissure horizontale et une fissure verticale. Et donc, c'est une fissure complexe qui va associer différents types de fissures longitudinales. Donc, voici la base pour pouvoir parler lésions méniscales et pour pouvoir décrire en IRM ou en arthroscanner les lésions méniscales. C'est longitudinale versus radiaire. Soit elles respectent les fibres longitudinales, donc c'est longitudinal, soit radiaire parce qu'elles coupent les fibres longitudinales et donc elles font perdre la fonction de démission des contraintes du ménisque. Et ensuite, les variantes qui en découlent, les plus connues, le bec de perroquet, les fissures complexes et d'autres variantes dont on parlera plus ou moins plus tard. Donc, voici le premier cas. Donc, nous a vraiment parlé de la sémiologie des lésions méniscales, qui est le b.a.-ba pour après discuter et décrire des lésions méniscales. Donc, voici le cas numéro 2. C'est un patient âgé de 65 ans qui présente une gonalgie interne qui est survenue dans les suites d'un faux mouvement. Et il présente une majoration de la douleur depuis quelques jours. Alors voilà, je vous laisse regarder tranquillement. Voilà. Il n'y a qu'une seule image, je ne vous propose que cette image. Et voici mes propositions. J'aurais peut-être dû mettre l'image aussi. J'y reviendrai si vous voulez. Laetitia? Ouais, je Je te lance. laisse déclencher le sondage. Ouais. Alors, excuse-moi, ça c'est un choix multiple. Donc, c'est Ok. 2. Alors, allez-y. Voilà, c'est un petit peu plus dur. On va voir, peut-être que vous avez trouvé ça facile aussi. Hein. On attend un petit peu. Ouais. J'y reviens si vous voulez. Voilà, rapidement, je vous montre l'image. Voilà. Après, il faut que vous puissiez voir les questions aussi. Je vous laisse encore 10 secondes. Voilà. Profite pour voir si Idan arrive à s'en sortir ou pas. Ouais, il m'a dit que Internet de la structure était… Allez, vas-y, lance-moi la réponse. Voilà. Alors, donc vous êtes 67% à dire qu'il y a une fissure osseuse sous-chondrale. Sur ce sujet, on est d'accord. Vous êtes 50% à dire qu'il y a une entorse du ligament latéral interne. Vous êtes seulement 33% à dire qu'il existe une probable lésion de la racine postérieure. 21% et 37%. D'accord, ok. Alors là, voilà, c'est plus partagé. Vous n'avez pas tous la bonne réponse. Donc, je vais vous montrer pourquoi. Donc, sur la fissure osseuse sous-chondrale, ça, tout le monde l'a vu, on est parfaitement d'accord. Il y a une fissure osseuse sous-chondrale du plateau tibial, il y a un œdème ossolo-corrégional. Ça, ok, il n'y a aucun doute, tout le monde est d'accord, c'est bien. Alors, sur l'entorse, c'est vrai que c'est un peu vache parce que j'ai dit qu'il y avait un faux mouvement, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais que vous disiez. Ce patient n'a pas d'entorse, hein, bien sûr. C'était un peu un piège de ma part, parce qu'en fait, il faut que vous connaissiez la cascade qui va amener à cette fissure osseuse sous-chondrale. Et devant une fissure osseuse sous-chondrale, et l'autre anomalie dont on va parler juste après, il faut que vous compreniez ce qui se passe et il ne faut pas dire en vérité entorse du ligament latéral interne parce que ce n'est pas ça. Donc, en vérité, voilà, il y a probablement une rupture de la racine postérieure. Alors, il est peut-être un petit peu difficile ce cas, mais on voit qu'il y a une fissure osseuse sous-chondrale. D'accord ? On voit qu'il y a un œdème osseux. Ça, la majorité des gens l'ont vu, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre sur ce cas? On voit, même si c'est assez modéré, qu'il y a une petite extrusion méniscale. D'accord? Le ménisque, déjà, il est un peu méniscosique et il sort un petit peu. Si on trace une tangente, on voit qu'il dépasse un petit peu, qu'il déborde un petit peu. Et en fait, devant une fissure osseuse sous-chondrale et un ménisque un petit peu extru, c'est évident. Moi, je n'ai pas besoin d'aller voir derrière la racine postérieure. Je sais que le ménisque, il y a une rupture de la racine. En fait, il y a une dysfonction de la racine. D'accord? Alors, rupture ou méniscose très importante, mais la racine n'est pas normale. C'est évident. Donc, en fait, il fallait répondre, il existe probablement une rupture de la racine. Pourquoi il y a un tel œdème autour du ligament latéral interne? Vous verrez quand vous avez des lésions méniscales, des ruptures de racine, une petite fissure sous-chondrale,
vous avez souvent un œdème très marqué au contact du ligament latéral interne. C'est ce qu'on appelle la périménicite. Et en fait, c'est une périménicite. Alors, effectivement, le contexte peut être un peu déroutant, mais là, dans ce cas-là, une fois qu'on a compris qu'il y a une rupture de la racine, puis qu'on a un petit peu vu la patiente, il n'y a aucun doute, c'est clairement pas une périménicite, une entorse du ligament latéral interne. Voilà, donc après l'anse de Sauve, il n'y avait aucun argument pour parler d'anse de Sauve sur cette imagerie. Et la lésion du ligament croisé antérieur, effectivement, il n'y avait aucun argument. On ne pouvait absolument pas préjuger d'une entorse du ligament latéral antérieur. La contusion osseuse, enfin l'œdème osseux n'est absolument pas spécifique d'œdème osseux, d'épisode d'instabilité. Donc, il n'y avait aucune raison de répondre ça. Donc, il fallait répondre. Fissure osseuse sous-contrainte, on la voyait bien. Il fallait, on va dire, émettre l'hypothèse ou supposer, devant ça plus l'extrusion, qu'il y avait une rupture de la racine postérieure. Alors, voilà, donc c'est ce que je vous disais. Vous voyez, on trace la tangente, le ménisque qui est légèrement subluxé. C'est vrai que parfois, il peut être plus subluxé. Mais la subluxation plus la petite fissure osseuse sous-chondrale, c'est quand même fortement évocateur d'une rupture de la racine. Donc, en fait, ça témoigne d'une rupture du lasso et une extrusion, comme je vous disais. Qu'est-ce que ça suggère? Ça suggère trois choses. Ça suggère en fait une chose, c'est qu'il y a une dysfonction de la racine postérieure. Et après, il peut y avoir trois causes. Soit une rupture carrément de l'attache, d'accord? Soit une fissure radiaire complète, c'est un peu un équivalent. Soit un ménisque qui est tellement méniscosique, qui est tellement arthrosique, tellement dégénératif, qui devient lâche, qui devient incompétent. Et en fait, c'est un équivalent d'une rupture des attaches ou d'une fissure radiaire. Donc voilà la suite du cas. Donc, vous voyez, je vous avais volontairement, bien sûr, pas montré tout ça parce que ça devenait beaucoup trop facile. Mais on voit ici, là, ici, le signe du ménisque fantôme. On voit effectivement qu'il n'y a pas de racine postérieure. Ici, on voit très bien la rupture, on va dire proche de la racine, la rupture radiaire juste à côté de la racine. Et dans les ruptures radiaires, une séquence dont on peut se servir qui est parfois très utile, c'est la séquence axiale. Et là, on voit bien ici qu'il y a une rupture complète de la racine postérieure, responsable de cette extrusion méniscale et donc responsable de la fissure osseuse sous-chondrale. Voilà, donc j'ai mis un schéma. C'est ici, voilà, il y a une rupture de la racine qui se fait juste ici. Donc voilà, donc comme j'avais dit un peu plus haut, dans les ruptures radiaires des ménisques, il y a deux types. Soit elle est partielle, et dans ce cas-là, souvent, elle est au niveau du segment moyen du ménisque latéral, elle est souvent un peu petite, c'est une sorte d'émoussement du bord libre, et elle n'a pas grande importance en pathologie, on n'en fait pas grand-chose. Soit elle est complète, et dans ce cas-là, ben voilà, elle peut aboutir à ce qu'on vient de voir auparavant. Donc là, voilà, c'est ce qu'on peut voir sur les coupes coronales. Vous voyez un ménisque normal, on voit du ménisque, du ménisque, du ménisque. Un ménisque avec un trou, une fissure radiaire, et on aura ce qu'on appelle le signe du ménisque fantôme. C'est un peu ce qu'on voyait juste ici. On n'a plus de ménisque, on a un signe du ménisque fantôme quand on le prend en fait dans le plan perpendiculaire. Ça, c'est un autre exemple. Bon, je n'ai pas fait de QCM, mais c'est pour vous dire que ça peut être un peu plus compliqué parfois. Là, on a l'impression de voir du ménisque tout le temps. On voit du ménisque ici, on voit du ménisque ici, on voit plus ou moins du ménisque ici. Donc, on n'a pas le signe du ménisque fantôme. En fait, c'est parce que il faut comprendre que la fissure radiaire n'est pas forcément tout le temps exactement perpendiculaire aux fibres. Et en fait, parfois, on peut avoir ce qu'on appelle des fissures radiaires obliques. Je m'explique, voilà, elle va être comme ça, cette fissure. Et donc, si on prend un schéma, elle va être oblique. Et donc, si on prend les différentes coupes, on va avoir là, ici, une paire de substances, ici, une paire de substances, ici, une paire de substances. Mais si on reconstruit dans un plan 3 dimensions, on voit très bien, effectivement, que c'est un équivalent de rupture radiaire, sauf qu'on n'a pas le ménisque fantôme sur une seule et même coupe. Donc voilà, il faut y penser. Il faut, dans ces cas-là, tenter de reconstruire dans sa tête sur les séquences sagittales et coronales. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous aider de l'axial, surtout si vous faites de l'imagerie volumique, où vraiment l'axial peut être vraiment très utile. Voilà. Oui, et donc, ce que je vous disais, quand on a une rupture radiaire, d'accord, ça va aboutir à une fissure osseuse sous-chondrale par une cascade qui est très connue et qu'il faut connaître. Donc voilà, j'ai essayé de la schématiser. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fissure radiaire, il y a une interruption des fibres longitudinales du ménisque. Comme je dis, il coupe le ménisque en deux, la rupture radiaire, à la différence de la rupture longitudinale. Dans un second temps, le ménisque se subluxe, il y a une extrusion du ménisque, et donc il y a une perte de fonction. Et donc, on va dire que les impactions sont beaucoup plus importantes et moins diminuées au niveau du condyle fémoral et du plateau tibial. Donc voilà, on a une diminution de l'amortissement et une majoration du stress. En fait, c'est un équivalent de méniscectomie fonctionnelle. Enfin, c'est une méniscectomie fonctionnelle. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Eh bien, il y a une fissure osseuse sous-chondrale qui se fait, que j'ai schématisé juste ici, avec un œdème osseux loco-régional et des parties molles et qui aboutit à la périménicite qu'on voyait sur cet examen. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Si on connaît, si on fait attention, c'est très fréquent.
Et vous verrez que quand vous voyez sur vos IRM des fissures osseuses sous-chondrales, si vous cherchez bien, souvent le patient, en fait, il a une rupture de la racine. Et honnêtement, j'ai souvent vu des ruptures de racine ratées en IRM. Alors, après, vous allez me dire, est-ce que c'est si important que ça? Parce que est-ce qu'on les traite? En fait, ça va dépendre. Comment on traite les ruptures radiaires et les lésions de racine? Soit c'est une rupture radiaire sur un ménisque sain chez un sujet jeune lors d'un traumatisme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est possible. Un patient qui a un ménisque sain, qui a un traumatisme assez violent, il peut rompre sa racine. Je vous ai dit qu'il y a une perte de compétence et que c'est des lésions très arthrogènes et très et potentiellement pourvoyeuses de fissures osseuses sous-chondrales. Dans ce cas-là, il faut absolument suturer, si c'est une rupture radiaire, ou réinsérer la racine immédiatement pour éviter que ce jeune patient développe une arthrose ou une fissure osseuse sous-chondrale, et d'autant plus que c'est un ménisque sain, donc on a un taux d'échec de réussite, excusez-moi, qui est satisfaisant. Si par contre, c'est une rupture chronique sur un ménisque très dégénératif, très méniscosiste, qui a un petit peu perdu son caractère fonctionnel, ça n'a pas d'intérêt de suturer, donc on ne suturera pas, on ne réparera pas le ménisque, on fera seulement un traitement médical. Donc voilà, c'est chirurgical chez le sujet jeune, médical chez le sujet âgé, arthrosique, méniscosique. Voilà, avant de passer au cas 3, est-ce qu'il y a des questions? Laetitia, tu es là? Laetitia? Ouais, je suis là. Désolée, je coupais un micro. Oui. Alors, des questions. Si le docteur Zetoun ou Jenna ou Sverzut veulent dire un mot aussi, n'hésitez pas à participer avec moi. Mais vas-y, pose des questions s'il y en a un. La classification LAPRAD, on me demande. Je sais pas si. Est-ce que tu l'utilises? Non, je ne l'utilise pas du tout. Je ne la connais pas en vérité, donc je ne l'utilise pas. Peut-être que Idan ou Frédéric Zetoun ou Jean-Michel en parlent, moi je ne l'utilise pas du tout. Pas d'autres questions pour le moment. D'accord. Non, je ne la connais pas, cette classification. Je suis désolé. Si vous pouvez vous la communiquerez si vous voulez, on en parlera, mais je ne l'utilise pas. Donc, Oui, alors on me demande où est la fissure osseuse. Honnêtement, c'est vrai que j'ai pas mis le T1, mais il y a un œdème osseux et il y a une petite fissure osseuse qu'on voit. Alors, je sais pas, il faudrait que je revienne dessus, mais c'est vrai qu'elle n'était pas évidente. Elle n'était pas évidente à voir, mais il y avait bien une petite fissure osseuse. Voilà, donc on va passer au cas numéro 3, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc le cas numéro 3, c'est un patient jeune qui a un traumatisme assez important du genou au ski et qui vient faire une IRM à quelques semaines de son traumatisme, ou assez proche de son traumatisme. C'est un ami à moi, donc j'ai dû lui faire assez rapidement, je pense, en IRM. Voilà, donc je vous fais défiler les coupes. Voilà, j'ai mis que la séquence sagittale. Voilà, c'est celle-ci qui a son importance. Ah, excusez-moi, il faut que je fasse ça un peu plus lentement. Voilà, je vous ferai défiler plusieurs fois. Voilà, je fais de l'autre côté, donc du médial au latéral. Voilà. Ok, donc j'imagine que tout le monde a vu. On va regarder les questions. Peut-être je reviendrai une dernière fois, encore une fois sur le cas juste après. Voilà. Donc voilà les questions. Pareil, c'est à choix multiple. Alors, choix multiple. Allez-y, vous pouvez voter. Voilà, je les lis pas. Hein, vous savez les lire. Voilà, c'est pas nécessaire que je les lise. Je vous laisse répondre tranquillement. Choix multiple. Idan est revenu ou pas, tu sais? Et je l'ai vu dans les participants, mais je ne sais pas si ça fonctionne. Ouais, je l'ai vu, ok, d'accord. On vous laisse une petite minute. Oh mince. Erreur, bon, c'est pas grave. On vous dit que vous n'avez pas vu. Allez, c'est parti. Tac. Donc, je vous remontre une dernière fois. Tu peux arrêter le sondage, peut-être, Laetitia. Ok. De toute façon, j'ai donné les réponses. Hop, je te partage. Voilà. Alors, hop, on va voir. Alors, qu'est-ce que vous avez tous répondu? Rupture du ligament croisé, ça, moi, c'est pas mon sujet, mais effectivement, il y a une rupture du ligament croisé antérieur, ça, on est tous d'accord, ça fait aucun doute. Donc, fissure verticale périphérique du ménisque médial, vous êtes seulement 33% à dire qu'elle existe. Je suis un peu étonné parce qu'elle est plus évidente que celle du ménisque latéral, pour laquelle vous êtes 49%. Effectivement, en fait, il y a deux fissures verticales périphériques, et médiale et latérale. Il n'y a pas d'anse de saut.
il n'y a pas de fissure horizontale. Donc, je vais vous montrer, d'accord? Je vais vous montrer ça tout de suite. Tac, tac, voilà. Alors, hop, hop. Donc voilà, donc on va commencer par la plus évidente pour moi, c'est celle du ménisque médial. Vous voyez, en fait, alors je ne vous ai pas fait l'anatomie au début parce que voilà, je ne pouvais pas dans le déclat clinique, mais en gros, on sait que le ménisque médial, c'est le ménisque de la. Le compartiment médial, c'est le compartiment de la stabilité et que le ménisque médial est adhérent à la capsule. C'est-à-dire que théoriquement, on ne doit pas tolérer qu'il y ait de liquide entre la capsule et le ménisque et la corne postérieure du ménisque médial. Le ménisque, le compartiment latéral et le compartiment de la mobilité, on peut tolérer, on va dire qu'il est plus large, qu'il y a l'hiatus poplité qui passe, donc on peut tolérer qu'il y ait un petit peu de liquide, donc c'est moins évident. Mais vraiment, le ménisque médial, il ne doit pas y avoir de liquide entre la capsule et la corne postérieure. Or, là, sur ce dossier, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais regardez, on arrive sur le ménisque médial. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas normal du tout. Ça, là, ici, il y a clairement, alors, on peut dire ce qu'on veut, soit une désinsertion capsulo-méniscale, soit une fissure verticale périphérique, longitudinale, peu importe. En tout cas, c'est certain qu'il y a une lésion de la corne postérieure du ménisque interne, équivalent de désinsertion capsulo-méniscale. Lésion, comme je vous l'ai dit, longitudinale verticale qu'on retrouve fréquemment dans le contexte traumatique associé aux lésions du ligament croisé antérieur. Donc là voilà, il n'y a pas de doute, elle est très nette. Il y a clairement une lésion de la corne postérieure du ménisque interne. Sur le ménisque latéral, c'est un peu plus dur à voir, mais elle existe quand même. Vous voyez là, on voit bien, si je m'arrête ici, les ligaments ménisco-fémoraux. Ici, on a le Vrisberg, ici, on a le Humphrey. Et en fait, ces lésions, elles se font, je vous expliquerai après comment la physiopathologie, mais elles se font vraiment au niveau de l'insertion de ces ligaments ménisco-fémoraux. Et vous voyez, si on suit bien, eh bien, il ne vient pas se réinsérer tout de suite. Et on a l'impression ici que normalement, il devrait être lié à la corne postérieure. Il persiste toujours un peu de liquide, un petit écart. Et ce n'est pas normal. Il y a une toute petite lésion. Voilà, toujours ici. Il y a une petite lésion verticale de la corne postérieure du ménisque latéral. Donc en fait, voilà, il y avait là, bien sûr, mais ça c'était évident, ce n'est pas un challenge, la rupture du ligament croisé antérieur, il a plein d'autres lésions ce patient d'ailleurs, et les fissures verticales périphériques des deux ménisques, latéral et médial. Voilà, donc j'en profite pour vous parler un petit peu des fissures verticales périphériques. Donc je vous ai déjà dit, déjà c'est un équivalent fissure verticale périphérique de la corne postérieure et des insertions capsulo-méniscales, c'est assez proche. C'est des lésions voilà, qui sont un peu voisines. Donc, elles sont au niveau des cornes postérieures le plus fréquemment, souvent au niveau du ménisque médial, un peu plus rarement, mais on les retrouve au niveau de la corne postérieure du ménisque latéral. Et comme je dis, il faut systématiquement les rechercher quand on a une lésion du ligament croisé antérieur. Il faut vraiment toujours les rechercher. Vous voyez, c'est 50. Voilà, c'est ça. Et elles ne sont pas tout le temps retrouvées en arthroscopie. En IRM, on peut les décrire, mais en arthroscopie, on va parfois pas les voir. Alors, la question, c'est est-ce que parce qu'elles sont en zone vasculaire, elles ont un bon potentiel de cicatrisation. Et donc, quand on fait l'arthroscopie 1 mois ou 2 mois après l'IRM, ou 3 mois après l'IRM, elles ont déjà cicatrisé. Ça, c'est la question. Ça n'a pas d'intérêt, ce que je dis juste après. Voilà. Donc, ici, là, c'est très clairement une fissure verticale périphérique de la corne postérieure du ménisque médial. Ce n'est pas véritablement un équivalent d'insertion parce qu'elle est quand même, elle n'est plus vraiment en zone rouge. D'accord? Je vous montre ça. Je ne vous l'ai pas dit, mais dans le ménisque, il y a 3 zones. Il y a la zone rouge-rouge, très bien vascularisée, qui est périphérique, la zone rouge-blanche, plus ou moins bien vascularisée, et la zone blanche. Et on dit que les lésions en zone vasculaire cicatrisent beaucoup mieux que les lésions en zone blanche. Donc, on comprend bien que les lésions verticales périphériques cicatrisent mieux puisqu'elles sont en zone rouge. Ici, elle est pas véritablement en zone rouge, elle est en zone rouge-blanche, donc elle cicatrisera moins bien. D'ailleurs, elle n'avait pas cicatrisé puisqu'on avait surveillé ce patient à 4 mois, il avait la même lésion. Qu'est-ce que je vous montre? Oui, encore une autre lésion de la corne postérieure verticale périphérique de la corne postérieure du ménisque interne. Voilà, donc là vous la voyez. Pareil, voilà, j'y arrive. Voilà. Vous voyez là, pareil, il y a du liquide. Il n'y a aucune raison qu'il y ait du liquide ici. La corne postérieure, elle est adhérente à la capsule. Là, elle est très périphérique, donc c'est vraiment un équivalent des insertions capsulo-méniscales. Voilà, tac. Voilà. Donc là, on a parlé du ménisque médial. Maintenant, on va juste faire un petit aparté sur la physiopathologie des lésions de la corne postérieure du ménisque latéral. C'est un schéma, je me suis inspiré d'un schéma du professeur Ravel du CHU de Grenoble pour réaliser ce schéma. Donc en fait, comme je vous ai dit, le ménisque latéral, sa corne postérieure, elle est reliée au fémur par ce qu'on appelle les ligaments ménisco-fémoraux de Humphrey et de Vrisberg. Donc là, je les ai schématisés ici. Là, on a le ligament, voilà, ménisco-fémoral de Vrisberg qui vient donc lier le fémur à la corne postérieure du ménisque latéral. Et lors de l'entorse du genou, de la rupture du LCA, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord une rotation, puis
on va dire, une bascule postérieure du fémur qui va donc attirer avec elle le ligament ménisco-fémoral et donc qui va attirer et qui va créer une zone un petit peu de lésion à cet endroit-là, puisque le ligament ménisco-fémoral va avoir tendance à se déchirer, à tirer vers l'arrière, à se déchirer du ménisque latéral. Et donc, ça va ouvrir ce qu'on appelle en fait une sorte de braguette. Ça s'appelle le signe de la braguette. Et on voit ici donc cette lésion qui se crée au niveau de l'insertion du ligament ménisco-fémoral avec la corne postérieure du ménisque latéral. Et on voit que ça s'ouvre. Et puis voilà, ça s'ouvre de plus en plus. Et donc, on crée cette fissure verticale périphérique au niveau de l'insertion du ligament ménisco-fémoral. Donc, comment on fait pour faire la différence entre une insertion normale du ligament ménisco-fémoral et une fissure verticale périphérique longitudinale au niveau de l'insertion du ligament ménisco-fémoral? En fait, il y a deux choses. Bon, bien sûr, il faut qu'il y ait un hypersignal bien liquidien, etc. Mais surtout, si on a un doute, il faut compter les coupes. On va partir du ligament croisé postérieur, on va compter 4 coupes. Au bout de 4 coupes, le ligament ménisco-fémoral doit être collé, doit être adhérent au ménisque latéral. Si ce n'est pas le cas, si au bout de 5 coupes, au bout de 6 coupes, il y a toujours du liquide entre le ligament ménisco-fémoral et le ménisque, alors il y a une fissure verticale périphérique. Donc dans l'autre cas, on voyait, alors, attendez, il faut que je fasse play, j'ai remis l'autre cas, hein. Alors c'est pas la plus belle, hein, elle est petite, hein. Mais vous voyez, si on compte, on se met là, 1, 2, 3, 4, voilà, il y a toujours du liquide, d'accord? Donc il y a une petite fissure verticale périphérique. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait, hein. On se met au niveau du ligament croisé postérieur et on compte. On cherche le ligament de Humphrey ou de Vrisberg, voilà. Alors attendez, hop, c'est pas très grave de toute façon. Ah bah je peux faire comme ça, c'est encore mieux, super. Voilà, et ici, et on compte les coupes et on voit. Et normalement, il doit être adhérent. Là, c'est pas le cas. Donc il y a vraiment une minime fissure verticale périphérique. Tac. Voilà. Donc pour conclure sur les fissures verticales périphériques et pour parler du traitement, donc c'est souvent associé à une rupture du LCA, comme je dis, dans 60 à 70% des cas en aigu. Vous allez voir que si vous ne le faisiez pas, si vous ne les cherchiez pas systématiquement et si vous vous mettez à les chercher, vous allez en retrouver très fréquemment. Par contre, c'est que 40% en péropératoire, probablement parce que c'est des lésions qui cicatrisent bien et qu'à distance, elles vont souvent cicatriser. Alors, comment on traite ces lésions? Alors, on a un collègue chirurgien qui devrait nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, donc peut-être qu'il aura son avis à donner sur le sujet. Moi, c'est ce que j'ai lu voilà, dans les livres d'arthroscopie, et puis voilà, en discutant avec les chirurgiens. Donc, la cicatrisation est spontanément, est fréquente. Parce que c'est en zone rouge. Donc, pour les toutes petites lésions latérales périphériques comme celles qu'on a vues, on peut s'abstenir parce qu'il y aura une réparation spontanée, ça paraît évident. Si on décide qu'il faut opérer parce que c'est une lésion qui est un peu importante, parce que c'est une lésion qui risque de ne pas cicatriser, il faut vraiment privilégier la suture méniscale chez des sujets jeunes lors de traumatismes, mais vraiment éviter la méniscectomie. Et j'insiste, c'est important, il ne faut pas réparer les ménisques si on ne fait pas en même temps une plastie du LCA. En gros, ça ne sert à rien de réparer le ménisque sur un genou qui est instable parce qu'il y a des risques de récidive qui sont trop importants. Donc, ça doit se faire dans le même temps. Donc voilà, donc on peut réparer la lésion. Il faut absolument que le LCA soit réparé dans le même temps. Pareil, voilà. Laetitia, est-ce qu'il y a des questions sur ce cas numéro 3? Oui, il y a quelques questions. Dans ton exemple, on te demande si le ligament ménisco-fémoral en soi a été lésé ou si c'est simplement le ménisque. Non, il ne me semble pas que le ligament ménisco-fémoral soit lésé. C'est simplement le ménisque. On n'avait pas décrit de lésion du ligament ménisco-fémoral, du moins. Et pour l'histoire des Non, 4 coupes, c'est strictement supérieur ou bien supérieur ou égal à 4? Non, normalement, c'est une bonne question. Je pense que c'est strictement supérieur. Je pense que c'est strictement supérieur. Tac. Et je crois que c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans la discussion. Là, Est-ce une Vrisberg rip? Je ne sais pas ce que c'est qu'une Vrisberg. moi non plus. Bon, désolé, on n'a pas compris cette question. Voilà, donc c'est signe de la braguette, effectivement. Il y a des classifications qu'on ne connaît pas. On n'est pas très classification, nous, à la RIB. On n'a pas été formé aux classifications. On a des seniors qui n'aiment pas trop ça. Donc voilà. Alors, c'est parti. C'est bon pour les questions, tu peux continuer. Allez, c'est parti. Voilà. Donc le cas numéro 4, alors celui-là, je l'aime bien. Il me semble que c'est celui-là. Donc c'est un patient de 34 ans qui présente des douleurs du mollet depuis 1 an, à la course et à la marche.
rapide sans décharge électrique. Une IRM est réalisée. Donc là, je vous la fais défiler. Prenez bien le temps. C'est un cas qui est très intéressant. Je vous le referai défiler, si vous voulez. Très silencieux. Voilà. Donc, je vous ai fait une petite planche. Enfin, c'est un cas que j'ai emprunté à Idan d'ailleurs. Donc, c'est Idan qui avait fait une petite planche récapitulative. Voilà. Donc, je vous laisse voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, et puis, j'en viens aux questions. Donc là, c'est réponse unique. Laetitia, s'il te plaît. D'accord. Alors, allez-y. C'est plus partagé. Alors, je te transmets les résultats. Vas-y. C'est bon, tu les as? Pas mal quand même, pas mal. Alors, la bonne réponse, c'est quoi? Donc, c'est pas lance de saut. De toute façon, j'avais dit que c'était un cas très intéressant et voilà, difficile. Donc voilà, c'était pas lance de saut, évidemment. Fissure à dire non plus. Il y a pas non. En fait, c'est ça. La bonne réponse, c'est une variante de ménisque discoïde. C'est une rareté, hein, d'accord, mais c'est sympa de connaître ça. Puis voilà, comme ça, vous ne vous ferez pas avoir. J'en ai déjà vu quelques-uns. Je vais vous expliquer juste après. Voilà, donc en fait, c'est un ménisque annulaire, donc c'est le type 4, c'est le ménisque discoïde type 4, compliqué d'une fissure horizontale alimentant un kyste intra- et paraméniscal postérieur et engainant l'artère-poplité. Vous voyez, on voit ici, effectivement, on peut se faire avoir, on peut dire, mais ça c'est une lance de saut, mais il y a des arguments, on y reviendra juste après, qui nous font dire que ce n'est pas une lance de saut, que c'est un ménisque annulaire avec un petit kyste méniscal qui vient engainer l'artère-poplité et qui est peut-être responsable des douleurs à la marche présentées par le patient. Alors, on va en profiter, on va parler des ménisques discoïdes. On va commencer par celui banal, celui que tout le monde connaît. Là, il n'y a pas de difficulté. Rappelez-vous, c'est 99,9% des cas le ménisque latéral, le ménisque discoïde. D'accord. Et le plus fréquent, le type 1, c'est la forme complète, c'est celle que vous connaissez tous, qui est ici. Là, on voit donc un ménisque qui est trop long, qui est discoïde, qui recouvre l'intégralité du plateau tibial. Et comment on fait le diagnostic en IRM? C'est soit la longueur dans le plan coronal qui est supérieure à 14 mm, soit on fait défiler et on va avoir un ménisque continu sur plus de 4 coupes dans le plan sagittal. Donc ça, il n'y a pas de difficulté, tout le monde connaît bien le ménisque discoïde. Après, on a le type 2, c'est la forme partielle, ça va être un ménisque qui va être un peu moins recouvrant, qui va recouvrir 80% du plateau, qui prend à peu près les mêmes caractéristiques. Après, il y a les formes un peu plus rares. Alors, je suis désolé, je n'ai pas d'exemple. Je n'ai pas retrouvé dans mon archivage d'exemple de variante de Vriesberg. En fait, c'est quoi? Comme je vous ai dit, la corne postérieure du ménisque latéral, elle s'insère par la racine postérieure sur le plateau tibial et également par les ligaments ménisco-fémoraux. Et en fait, la variante de Vriesberg, c'est quoi? C'est une racine postérieure du ménisque latéral qui s'insère seulement par les ligaments ménisco-fémoraux, Vriesberg et Humphrey, et qui n'a pas de racine postérieure. Et donc, on va avoir quoi? On va avoir l'absence de racine postérieure et un Vriesberg qui va être très épais, hyperplasique. Voilà. Donc c'est rare, c'est 2,5% des cas. On le rencontre de temps en temps. Voilà, faut pas être trop désarçonné quand on le rencontre. Et donc notre cas clinique, ce qui correspond à donc le ménisque annulaire, c'est le ménisque discoïde de type 4. C'est un ménisque en anneau, comme on voit sur le schéma. C'est pour ça qu'on peut croire que c'est un ménisque en anse de saut. Mais en fait, d'abord, pour commencer, la clinique n'est pas du tout la même. Ce n'est pas des patients qui ont des blocages. Ils ont ça depuis qu'ils sont nés. Donc, il n'y a absolument pas de blocage méniscal. Ce n'est pas la même symptomatologie.
Et les patients qui ont des symptômes de ce ménisque annulaire, ils vont avoir forcément une fissure, un kyste méniscal. Ce n'est pas symptomatique sinon sans lésion associée. Alors, comment on fait la différence? Je suis en vacation et je tombe sur un ménisque comme ça. Comment je peux dire que ce n'est pas une lance de saut, à part la clinique? Comment je peux en être certain? Alors, il y a plusieurs choses sur cette imagerie et de manière plus générale qui nous permettent de dire voilà, ce n'est pas une lance de saut, c'est un ménisque annulaire. Alors, d'abord, le volume méniscal augmenté. Si on met bout à bout le segment qui reste en position soi-disant normale, c'est normal le bruit de mitraillette là? Allô? Voilà. Micro activé. Voilà. Si on met bout à bout le segment qui reste en position normale et le segment dans l'échancrure, on voit que le volume méniscal il est supérieur à la normale. Ce n'est pas un ménisque normal. On ne reconstruit pas un ménisque normal en mettant bout à bout ces deux fragments. En plus, la présence de kyste méniscal sur le fragment dans l'échancrure. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une divergence mucoïde de lance de saut et qu'elle fasse un kyste méniscal. Non, en fait, c'est un bout de ménisque qui est là depuis longtemps, qui est à une position à laquelle il ne devrait pas occuper, et donc qui devient mucoïde et qui crée un kyste méniscal. Donc la présence d'un kyste méniscal, ça doit déjà faire tilt et dire voilà, c'est peut-être pas une lance de saut, c'est peut-être un ménisque annulaire. La forme du condyle fémoral, vous voyez dans ce cas, on voit très bien que le condyle fémoral, vu qu'il y a cette image méniscale qui est là depuis tout petit, eh bien, il s'est adapté, il a accueilli ce ménisque. Et donc, c'est pour ça qu'on voit voilà, qu'il est un petit peu déformé. Et c'est pour ça que certaines personnes, voilà, on peut faire le diagnostic de ménisque annulaire en radio quand on voit cet aspect du condyle fémoral. Et pour finir, alors ce n'est pas trop le cas parce qu'il est un peu dégénératif, mais on a en fait un ménisque en position normale qui doit être un peu régulier et qui ne doit pas être effiloché comme on a dans un ménisque en lance de saut. Donc voilà, normalement, quand on connaît le ménisque annulaire, on doit pouvoir l'identifier sur la clinique et sur les critères d'imagerie que je viens de vous donner. Voilà. Alors, pour ce qui est du traitement du ménisque discoïde, s'il est asymptomatique, et c'est souvent le cas, la plupart des méniscoïdes sont asymptomatiques, on ne fait rien, abstention thérapeutique. S'il y a une fissure ou un kyste, il faut privilégier la réparation, la suture méniscale. Et sachez que comme il y a plus de substances méniscales dans l'échancrure, c'est des ménisques qui vont avoir tendance à faire plus de fissures, plus de dégénérescence mucoïde. Voilà pour le cas numéro 4. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je regarde. Le traitement, donc tu viens juste de le dire. Est-ce qu'il y a un kyste adventiciel associé? Oui, il y avait un kyste. Oui, il y a un kyste adventiciel, ouais, il vient engainer l'artère-poplitée. Et c'est probablement lui qui était responsable de la symptomatologie, de la douleur à la marche. Ça, c'est un cas d'Idan, c'est vrai, je sais pas, il pourrait peut-être en parler. Je peux intervenir voilà. comme ça. Comme ça, je teste un peu la connexion Internet. Très bien, voilà. vas-y. En même temps, ouais, en effet, ce patient, en fait, sa plainte, c'était pas des douleurs des gonalgies, c'était des douleurs d'effort qu'il avait. On cherchait un syndrome de l'artère-poplitée piégée et en fait, on avait des anomalies qui expliquaient parfaitement sa symptomatologie clinique. En fait, il y avait des douleurs, des crampes du mollet à l'effort. Parce que ça comprimait le kyste, mais comprimait l'artère-poplitée en fait. Exactement. Donc, il y avait eu une discussion en effet, parce que j'ai vu que dans les questions, il discutait du traitement de ce kyste. Si je me souviens bien, on avait infiltré, ça n'avait pas trop marché parce que le chirurgien n'était pas très motivé à l'opérer du fait de l'engagement de l'artère-poplitée. Mais il discutait de l'intervention chirurgicale et finalement, il était assez réfractaire. Juste deux choses comme ça, comme j'ai le micro. Vous m'entendez bien là d'abord? Oui, c'est parfait. C'est bien. Superbe. Sur le ménisque discoïde, tu parlais du type 3 de Vrisberg. Ouais. En fait, c'est vrai que ça ne s'apparente pas trop à un ménisque discoïde. La seule différence, c'est qu'il y a un défaut d'attache. Mais en fait, il faut comprendre pourquoi ils sont dans cette classification. C'est que le ménisque discoïde, la physiopathologie du ménisque discoïde supposé, c'est justement une adaptation à l'hypermobilité du ménisque latéral. C'est ça, c'est la physiopathologie supposée de la formation du ménisque discoïde. En fait, il y avait une première hypothèse qui était congénitale, c'est-à-dire qu'on est avec un kyste qui est une sorte de disque qui s'involue avec le temps. Et après, donc, pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, ils avaient fait des études sur des fœtus de genoux et ils avaient vu que jamais en fait le ménisque était discoïde, rond et qui s'involuait. Donc ça avait été écarté. Et donc, l'hypothèse principale, c'est quelque chose d'adaptatif. Il y a un défaut d'attache et donc le ménisque s'hypertrophie pour se stabiliser. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des défauts d'attache
quoi. Il y a régulièrement des défauts d'attache à rechercher chez les patients qui ont un ménisque discoïde. D'accord, merci beaucoup. Et sur l'architecture du ménisque, en effet, souvent, c'est un peu en hypersignalité 2. Ça n'a pas exactement la même architecture qu'un ménisque normal. Même l'organisation de ses fibres, elle est plus grossière et plus myxoïde. Donc, ils ont tendance à avoir plus de fissures, plus de dégénérescence. Aux fissures. Ouais. Bah, merci, je suis rassuré que ton micro marche en plus. Ouais, top. Attends, on va voir quand tu vas partager l'écran. C'est là que ça va être le vrai crash test. Bon, on verra ça dans quelques minutes. Donc voilà, merci beaucoup Idan. Donc le cas numéro 5, un patient âgé de 35 ans, pareil, voilà, c'est douleur et blocage suite à un traumatisme. Volontairement, je vous ai mis que cette image. Voilà, c'est une girafe. Hop, on va passer à la suite. Très bien. Voilà. Réponse unique. Réponse unique. Alors, Yes. C'est bon. Juste pour voir l'image. Ah oui, tu peux voir l'image, bien sûr. Ouais. Ben voilà, tu es là toi aussi alors. Oui, je suis là doucement. Et les cas, les propositions. C'est toi qui décides, Laetitia, quand est-ce qu'on arrête. Alors, tac, voilà. Voilà les résultats. Bon, ben voilà, vous avez bien répondu. Effectivement, c'est une girafe, c'est un flip méniscal. On va y revenir juste après. On voit effectivement que là, en fait, il y a la partie où devrait être la corne postérieure, c'est déshabitée. Et on a la corne postérieure qui vient au contact de la corne antérieure. Donc, c'est un flip méniscal. En fait, c'est un équivalent lance de saut. On va y revenir juste après. Donc, j'en profite pour vous expliquer un petit peu le mécanisme de lance de saut. Donc, je vous disais, le lance de saut, en fait, ça complique une fissure verticale. Donc, on a un ménisque et puis on a une fissure verticale qui va se faire, voilà, juste ici, donc longitudinale dans le sens des fils, mais verticale, qui va venir couper en deux, voilà, couper le ménisque dans le plan longitudinal avec voilà, un écart. Et puis, le risque, c'est qu'en fait, quand la fissure verticale est trop importante, trop longue, le risque, c'est qu'en fait, ce bout de ménisque vienne se luxer dans les chancrures. Et c'est ça qu'on appelle en anse de saut, parce que ça fait une forme de anse de saut. Donc voilà, donc on a une bascule du fragment proximal qui vient dans les chancrures. Elle peut parfois même se réduire, elles sont parfois réductibles. Parfois, les chirurgiens les réduisent pour les suturer. Donc ça, c'est l'anse de saut typique. Et voici l'image, donc ça tout le monde connaît. On a ici donc voilà, le fragment natif, la fissure verticale, et donc le fragment qui vient se luxer dans les chancrures. Donc voilà l'image. Voilà. Et ici, on a ce qu'on appelle le signe du double LCP. On voit en fait ce fragment-là qui est ici, on dirait, voilà, qui fait une image de double LCP. C'est un signe qui est décrit pour parler de luxation en anse de saut. Donc c'est important dans une luxation en anse de saut de préciser l'état et la taille du fragment qui restait en position normale pour la conduite chirurgicale. Voilà, en fait, le flip méniscal, j'ai essayé de le représenter sur un schéma. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. En fait, c'est un équivalent d'anse de saut. Il y a une fissure verticale, mais qui va être cette fois périphérique au niveau de la corne postérieure. Et pareil, en fait, va y avoir, cette fissure va grandir. Et en fait, quand on a une fissure verticale périphérique trop importante, la corne postérieure va venir, une partie de la corne postérieure va venir au contact de la corne antérieure, un peu comme une anse de saut, mais de la racine, mais de la corne postérieure. Et c'est bien, c'est ce qu'on voyait sur le cas donc, que je vais vous présenter ici. Donc, on voit la corne postérieure au contact de la corne antérieure. Là, on voit ici qu'il y a la corne antérieure et sur le plan latéral, c'est vraiment très joli. On voit ici la racine postérieure et on voit que la corne postérieure vient ici comme ça, au contact, comme sur le schéma, proche de la racine postérieure. Donc, c'est voilà, un équivalent d'anse de saut. Voilà, c'est un flip méniscal parce que la fissure est vraiment postérieure périphérique et que c'est la corne postérieure qui vient au contact de la corne antérieure. Ce n'est pas le segment moyen qui vient dans les chancrures, mais c'est des lésions qui sont voisines et dont le traitement est à peu près similaire. Donc voilà, donc le traitement, ce n'est pas très compliqué, c'est résection du fragment luxé et suture. Si notre ami chirurgien nous rejoint, il pourra nous en dire peut-être un peu plus. Voilà, des questions sur ce cas, ce n'est pas très compliqué. Juste pour vous montrer une jolie image. Il n'y a pas de questions a priori. Bon, très bien, on va continuer. Pareil, c'est un autre cas qui n'est pas très compliqué. Voilà, c'est pour en discuter un petit peu. Voilà, c'est un patient qui a une gonalgie interne, un patient de 45 ans qui a une gonalgie interne. Moi, je vous laisse voir un petit peu les images. Voilà, je vous mets les propositions. Donc, choix multiples. Alors, choix multiples. Tac.
Allez-y. Voilà, tu peux aller vite aussi. Comme ça, après, on passera Ouais, mais à... après, il y en a qui trouvent qu'on laisse pas assez de temps pour lire. Donc Désolé. Désolé. Mais je vais bientôt. Bon, fais une minute. Mais c'est vrai que les choix multiples, c'est peut-être un peu plus long aussi. Ouais, le temps qu'ils lisent tout. Ok, bon, il y a pas mal de gens qui ont voté. Allez, c'est parti. Tac, voilà les résultats. Voilà. Donc, en fait, dans ce cas-là, il y avait les deux. Il y avait effectivement, donc là, bon, les gens ont bien répondu. Il y a une petite languette méniscale. En avant, voilà. Il y a effectivement une fissure radiaire partielle, voilà, de la corne du segment moyen. On voit ici qu'il manque un petit bout de ménisque. C'est une fissure radiaire partielle, voilà, une petite amputation du bord libre. Donc, cette amputation du bord libre va créer une petite incompétence méniscale qui va donc aboutir à un shiny corner. Bon, on y reviendra après. Voilà, une petite souffrance de l'os sous-chondral en coin qui est secondaire à l'incompétence méniscale. Et on voit en plus que vient s'additionner à ça une petite languette méniscale qui est probablement secondaire, qui est probablement ce fragment-là qui est venu se déplacer et qui peut être responsable d'un conflit et donc d'une souffrance du plateau tibial dans la rampe tibiale inférieure, avec un conflit ménisco-tibial entre le ménisque et le tibia. Voilà, donc il y avait donc effectivement les deux choses. Donc le shiny corner, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un œdème osseux en coin du plateau tibial et du condyle fémoral secondaire à une insuffisance méniscale. Donc ça, si on voit un shiny corner, ça témoigne qu'il y a une incompétence de ménisque. Donc je vous invite à bien regarder vos ménisques en cas de shiny corner pour chercher cette incompétence méniscale. Donc augmentation des contraintes, souffrance de l'angle chondral, et c'est une étape préalable à la chondropathie ou peut-être témoignant d'une chondropathie très focale. Et le conflit ménisco-tibial, qu'on retrouvait également dans ce cas, c'est une petite languette méniscale qui vient en fait dans le récif tibial inférieur et qui vient en conflit avec le plateau tibial et donc qui est responsable d'une souffrance du plateau tibial. Et dans ces cas, on avait les deux causes d'œdème, la languette qui est responsable d'un conflit ménisco-tibial et le shiny corner. Donc pour les languettes, on peut essayer le plus souvent en première intention un traitement médical avec une infiltration au regard du mur méniscal. Voilà, donc ça c'était un cas facile aussi, c'est juste pour parler du shiny corner pour ceux qui ne connaissaient pas et pour dire les deux types d'œdème qu'on peut retrouver, soit les shiny corners, soit les conflits ménisco-tibiales, qui sont responsables de souffrance et de douleur du compartiment interne. Un commentaire, une question? Non, rien du tout? Ça n'a pas l'air. D'accord. On va finir avec le cas numéro 7. Voilà, c'est pas un cas qui est très compliqué, mais c'était juste pour aborder rapidement, avant de finir, la question des sutures méniscales, parce que c'est quelque chose voilà, qu'on ne connaît pas très bien, qu'on rencontre assez peu fréquemment. Donc voilà, pour dire un petit mot sur les sutures méniscales et l'imagerie post-op des sutures méniscales. Donc voilà, c'est un jeune de 38 ans qui porte un vaccin de suture méniscale pour anse dessous il y a 3 mois, avec il persiste une gêne modérée, donc il vient faire à 3 mois un arthroscanner. La question, c'est est-ce qu'il aurait fallu faire cet arthroscanner du genou. Donc on a cette image. Alors, est-ce que c'est une récidive de fissure méniscale de la corne postérieure? Alors, c'est 2, 3, 4, 5. Rupture radiaire de la corne postérieure, récidive d'anse de saut, fissure de la corne antérieure du ménisque, aspect post-opératoire normal à 3 mois. Je laisse. C'est un choix unique? Comment? C'est un choix unique, bien sûr. Ouais, c'est parti. Allez-y. Bon, ce n'est pas un cas très difficile, mais juste pour vous dire quelques mots sur la suture méniscale, comment analyser un examen avec une suture méniscale. On en voit assez peu en pratique Europe, mais c'est vrai qu'on ne faut pas désarçonner quand on tombe devant. La ménisectomie, on sait comment faire, il manque un bout de ménisque, ça crée de l'arthrose. Ça, il n'y a pas de problème, et la suture, on est plus embêté. Alors, voilà les résultats. Voilà, vous avez raison, effectivement. On peut pas dire grand-chose. Il faut attendre. Alors, moi, j'ai lu des choses un peu différentes, mais il me semble que entre 6 mois et 1 an, on peut pas interpréter, on ne peut pas conclure post-suture à une récidive de lésion méniscale. Donc, voilà, je vais vous en parler un petit peu. Donc, voilà, il faut délai de 12 mois avant d'analyser les signaux de la suture. L'aspect normal, donc c'est un hypersignal T2 qui va diminuer avec le temps. Et pour parler vraiment de lâchage, donc de récidive, il faut soit avoir un diastasis de plus de 1 mm, ce qui n'était pas le cas, soit un hypersignal de la zone
de suture avec une zone un peu pseudo-liquidienne, un peu plus volumineuse, ou bien sûr, évidemment, une anse de saut, une languette ou un kyste méniscal. Et donc, dans ce cas-là, c'était probablement le trajet de la suture avec effectivement un petit passage de contraste. Mais d'abord, on est trop près de l'opération et en plus, on n'a pas véritablement de diastasis. Donc, on peut considérer que c'est un aspect post-opératoire, en tout cas à 3 mois, quasiment normal. Alors, il faut être vraiment prudent avant de parler de récidive ou d'échec de la suture. Si vous ne voulez pas vous fâcher avec les chirurgiens en plus. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que je vais conclure. Je vais pouvoir laisser la main à Idan ou un peu de discussion. Donc, en gros, pour conclure, donc, je vous rappelle, lésion élémentaire, c'est longitudinale dans le sens des fibres radiaires qui coupent les fibres. Et après, il y a des variantes. On peut construire des choses, le bec de perroquet, la fissure complexe, l'anse de saut, mais tout découle de longitudinale et radiaire. Ça, c'est un petit tableau, je ne vais pas le répéter, mais elles ont on les rencontre dans des circonstances stéréotypées, les verticales, les horizontales, les radiaires. Donc plutôt ménisque sain, sujet jeune, traumatisme, LCA, la verticale. L'horizontale, méniscose, sujet âgé, dégénératif. Et la radiaire, c'est un petit peu des deux. Pour ce qui est du traitement, donc le traitement médical, c'est les lésions stables ou réductibles. Et on évite au maximum la chirurgie. Elle n'a pas d'intérêt sur les ménisques très dégénératifs et chez les patients arthrosiques. Le traitement chirurgical, la méniscectomie partielle, c'est pour les ménisques instables. Donc, c'est soit une volumineuse fissure verticale qui a un risque d'évoluer vers une anse de saut, soit un bec de perroquet. Bien sûr, pour les languettes, les flips, les anses de saut, ou en cas d'échec du traitement médical. Et la suture, c'est vraiment plutôt si tu es jeune, qui a un ménisque qui est sain. Et c'est les fissures longitudinales verticales périphériques dont on a parlé, mais aussi les fissures radiaires dont on a parlé également. Voilà. Ça, c'était l'indication. Voilà, qu'est-ce qui nous fait plutôt pencher vers la réparation et la méniscectomie? Voilà, c'est l'âge, le caractère vasculaire, etc. Mais ça commence à faire beaucoup. Donc, on va s'arrêter là. Merci, voilà. David. Il y a juste des petites questions. Si, vas-y, bien sûr. Il y a une question sur l'infiltration du mur méniscal, parce que priori, c'est discuté. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Nous, à la RIB, pour être honnête, j'ai pas lu d'article, mais nous, notre pratique, c'est qu'on fait des infiltrations du mur méniscal. Moi, si j'ai, mes collègues me donneront leur avis après, hein, mais si j'ai un patient qui a un vrai conflit ménisco-tibial avec une petite languette méniscale, une souffrance du plateau, moi, je fais volontiers une infiltration sous échographie du mur méniscal en passant par le ligament latéral interne. Oui, je tente de faire ça en première intention. Je ne sais pas, vous en pensez quoi, Idan, Michel? Moi aussi, j'en fais des infiltrations du mur méniscal. Pas très très fréquent, mais j'en en fais. Je ne sais pas si on m'entend d'ailleurs. Oui, on t'entend très bien. Ça klaxonne, mais on t'entend. Et donc nous, on en fait. C'est vrai que je n'ai pas fait la revue de la littérature sur le sujet, hein, mais en tout cas, en pratique, les chirurgiens nous en prescrivent beaucoup, de plus en plus, et nous, on en fait volontiers. Et d'ailleurs, c'est efficace. Donc, en pratique, en tout cas, nous, on a des bons résultats là-dessus. Je réponds rapidement, mais oui, on les fait sous écho et on met un corticoïde. On ne fait pas de PRP, du moins à la Lariboisière, je ne sais pas. Ah non, nous, on ne fait pas. Alors, le PRP, nous, on ne fait pas beaucoup. On fait pas de PRP à la Lariboisière. On fait des corticoïdes, ouais, voilà. Et je ne connais pas du tout l'intérêt du PRP dans cette indication. Et ensuite, au niveau des sutures méniscales, il y a une question sur les séquences. Est-ce que tu sais si la séquence T2 étoile ou DP peut aider à voir les sutures? Non, alors on fait du DP de toute façon, mais je n'ai pas d'expérience du T2 étoile dans les sutures. Je n'ai jamais utilisé cette séquence. Pareil, excusez. Non, j'ai lu, et pour le coup, j'ai un petit peu lu sur ce sujet, je n'ai pas entendu parler de ça. J'ai entendu parler du gadolinium, que le T1 gadolinium pouvait avoir un intérêt pour démasquer les lésions, mais le T2 étoile, j'ai rien lu dessus. Ça ne me dit rien non plus, mais peut-être que quelqu'un l'utilise. Ouais, j'ai un petit peu lu sur le sujet, je n'ai pas vu parler du T2 étoile. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau, je ne suis pas au courant. Le gado, j'ai lu par contre, effectivement. Nous, on ne le fait pas, moi je ne le fais pas en pratique Europe, mais j'ai lu que ça pouvait se faire. En cas de doute. Vous pouvez permettre de potentialiser un petit peu le diagnostic. Bon, merci David, c'était top. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci David. J'espère que Idan va réussir à se connecter cette fois-ci. Idan, à ton tour maintenant. Je tente. On y va. Est-ce que vous m'entendez bien là cette fois-ci? Mieux en tout cas? C'est mieux que tout à l'heure. D'accord, bon, c'est déjà pas mal. On va se contenter de ça. J'arrête mon partage.
Parfait. Donc je vais de nouveau commencer à vous parler du ligament croisé antérieur au travers son anatomie et, euh, et quelques principes thérapeutiques. On va peu parler de l'imagerie parce que finalement, on connaît tous l'imagerie du ligament croisé antérieur et de ses ruptures, qui est finalement, somme toute, assez facile à diagnostiquer en IRM. Donc, alors tout d'abord l'anatomie macroscopique. Donc le ligament croisé antérieur, c'est une structure conjonctive dense qui est étendue de la face médiale du condyle fémoral latéral au plateau tibial. Elle est entièrement recouverte d'une membrane synoviale qui en fait donc une structure intra-articulaire mais extra-synoviale. Elle a pour rôle principal, avec d'autres structures qu'on verra ensuite, d'empêcher la translation antérieure du tibia par rapport au fémur. Alors, sa vascularisation, donc voilà, là je décris les différentes branches qui sont à l'origine de sa vascularisation, donc l'artère géniculée moyenne et quelques branches infrapatellaires des artères géniculées inférieures et médiales et latérales pour la portion distale du LCA. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la vascularisation du LCA n'est pas homogène. Sa partie proximale est plus vascularisée que les autres structures et il y a une zone avasculaire à 5-10 cm en amont de son insertion tibiale. Tout ça, c'est un intérêt comme ce qu'a présenté David pour le ménisque ou encore ce que j'avais présenté pour le TFCC lors des cours de confinement. La vascularisation, c'est le reflet du potentiel de cicatrisation des structures. C'est-à-dire qu'une structure richement vascularisée a un potentiel de cicatrisation plus important qu'une structure, qu'une structure peu ou pas vascularisée. Par exemple, on parlait tout à l'heure des insertions capsulo-méniscales. Ces des insertions, quand elles sont sur un genou stable, elles ont 96% de chances de cicatriser spontanément quand elles sont en zone très périphérique, capsulo-méniscale. Et dès qu'on s'éloigne de la périphérie et qu'on se rapproche vers le centre, eh bien, ça va chuter puisque la vascularisation du ménisque est moins bonne. Pareil pour le, bon, je ne vais pas refaire le cours sur le TFCC, mais pareil pour le disque articulaire du TFCC versus son attache ulnaire. Et donc, longtemps, du fait de la mauvaise vascularisation du ligament croisé antérieur, on a considéré que le ligament croisé antérieur n'avait pas de potentiel de cicatrisation. Alors, j'ai pas retrouvé, j'ai regardé quelques articles, notamment j'ai beaucoup utilisé un livre de chirurgien pour le topo, qui est le livre de la Société française d'arthroscopie. En dehors de cette description de la distribution de la vascularisation de la vascularisation du LCA, je n'ai pas eu une étude précise, mais on pourrait imaginer qu'en fonction du siège de la rupture, on pourrait estimer le potentiel de cicatrisation du ligament croisé antérieur et opter pour un traitement fonctionnel. Donc le traitement fonctionnel, on en reparlera peut-être ensuite lors de la discussion avec le chirurgien, mais on a de plus en plus recours du fait de cette vascularisation et donc de ce potentiel de cicatrisation. Et on le fait notamment pour les ruptures du ligament croisé antérieur non déplacées, un LCA qui conserve une orientation normale. L'innervation, alors l'innervation, donc elle se opère par les branches articulaires postérieures du nerf tibial. Elle se fait par différents types de mécanorécepteurs. Donc, on a des mécanorécepteurs à réponse lente qui détectent les changements de mouvement, de position ou de la rotation du genou, et à réponse rapide qui sont sensibles à la tension, à la mise sous tension du LCA en identifiant l'accélération. Elles ont un rôle proprioceptif majeur en faisant une sorte de rappel permanent aux muscles périarticulaires pour adapter la contraction musculaire. Alors, pourquoi c'est intéressant ça? Parce que souvent, on a cru qu'il fallait retirer les moignons tendineux pour faire place aux ligaments croisés, éviter l'arthrofibrose, etc. Et finalement, on voit que la préservation des moignons du LCA déchiré et pour la vascularisation, apporte d'une vascularisation qui permet une meilleure cicatrisation et une meilleure intégration de l'implant, mais permettent également d'améliorer la récupération du genou d'un point de vue proprioceptif. Voilà. Donc, l'innervation du ligament croisé antérieur. Maintenant,
on s'intéresse à l'anatomie fonctionnelle du ligament croisé antérieur. Je vous l'ai dit, sa principale fonction, celle qu'on connaît, celle qu'on teste le plus souvent cliniquement, c'est son frein, son rôle de frein à la translation antérieure du tibia par rapport au fémur. Donc, ce rôle de frein, il est assuré à 86% par le ligament croisé antérieur. Les autres facteurs qui influencent la translation latérale, ils prennent le relais dans les ruptures du ligament croisé antérieur. C'est la corne postérieure du ménisque médial, les ligaments collatéraux et la pente tibiale que je schématise ici. Et donc, on comprend bien que si associé à la rupture du ligament croisé antérieur, eh bien, il y a une désinsertion capsulo-méniscale où il y a une rupture du ménisque médial, une atteinte des ligaments collatéraux, notamment latéral, ou une pente tibiale qui est très inclinée, eh bien, ça va majorer la translation antérieure, la laxité du genou et qui va majorer le risque d'arthrose. Son autre fonction, c'est un frein à la rotation interne du tibia par rapport au fémur. Et ça, c'est essentiellement le rôle du faisceau postéromédial. On verra qu'il y a différents faisceaux du ligament croisé antérieur. Et enfin, il a un rôle de frein mineur pour les mouvements de valgus. Donc, cette anatomie fonctionnelle nous permet de comprendre la nécessité d'une correction concomitante de ces autres facteurs, et notamment en cas de chondropathie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'interrompre. Donc, l'anatomie fonctionnelle, elle se comprend à travers ces deux faisceaux qu'on distingue anatomiquement, mais également dans leur rôle fonctionnel. Donc, il y a le faisceau antéromédial. Vous voyez ma souris se déplacer ou pas? Non. Oui, c'est bon. Oui, on voit. D'accord, parfait. Donc, le faisceau antéromédial, c'est le faisceau principal, qui est le composant principal du ligament croisé antérieur, qui est le plus volumineux. Le nom faisceau antéromédial et faisceau postérolatéral, c'est défini par leur position, leur insertion leur insertion tibiale, leur insertion distale tibiale. Donc, le faisceau antéromédial, c'est ce qui s'insère c'est ce qui constitue la partie antéromédiale du ligament croisé antérieur. Donc, ce faisceau antéromédial, c'est le principal. Il est quasi isométrique et il y a une insertion fémorale qui est plus proximale sur un genou en extension. Le faisceau postérolatéral, il est non isométrique et il est détendu, je vais vous montrer le schéma ensuite, détendu en flexion. Dans les mouvements de flexion, il s'enroule autour du faisceau antéromédial, qui est l'axe principal du ligament croisé antérieur. Donc, son insertion tibiale, vous l'avez compris, il constitue les fibres postérolatérales de l'insertion tibiale du ligament croisé antérieur. Donc, voilà le comportement des différents faisceaux. Ça, c'est tiré aussi du bouquin d'arthroscopie de la Société française d'arthroscopie. Donc, en extension, plus en flexion. Le LCA, le faisceau antéromédial, il est donc isométrique, quasiment tendu tout le temps. Vous voyez qu'il se détend un tout petit peu. C'est pour ça que je dis quasi isométrique. Il se détend un petit peu en flexion. Mais par contre, le faisceau postérolatéral, il se détend très nettement et vient s'enrouler lors de la flexion complète. Alors, ces deux faisceaux, on peut les voir. Ce n'est pas une fantaisie de cette description. Vous allez voir que c'est utile quand même dans la prise en charge des ruptures du ligament croisé. Donc, ces deux faisceaux, on peut les distinguer en IRM. À savoir que le faisceau antéromédial, il a un signal hypointense sur toutes les séquences, à l'inverse du faisceau postérolatéral qui peut présenter un signal modérément hyperintense, puisqu'il est un peu entrecoupé de graisse ou de tissu mucoïde entre ces fibres. Donc voilà le faisceau postérolatéral, ici son insertion tibiale, et le faisceau antéromédial. On n'arrive pas toujours à distinguer. Là, chez ce patient, ça a été possible, mais parfois, c'est une nappe continue et on n'arrive pas à individualiser très clairement les deux faisceaux. Donc voilà, le faisceau antéromédial ici et sur une vue coronale oblique. Voilà le faisceau antéromédial qui s'insère un peu plus haut et qui se termine sur le tibia un peu plus en avant, et le faisceau postérolatéral qui commence un peu plus bas
et s'insère en postérieur et en latéral. Donc leur rôle il est différent. Une étude d'une section isolée du faisceau antéromédial, on sectionne le faisceau antéromédial et on teste cliniquement le genou. Et bien, dans ce cadre-là, on voit que donc, le rôle principal de résistance à la translation antérieure, quand on sectionne le truc, il y a un tiroir antérieur en flexion, donc à 90 degrés, qui est équivalente à une section du LCA entier. Donc, sur un genou en flexion, le rôle de résistance à la translation antérieure est assuré que par le faisceau antéromédial. En extension, il n'y a pas de modification significative. À l'inverse, une section isolée du faisceau postérolatéral, quand on est en extension, sa translation elle est équivalente à une translation que l'on rencontre dans les ruptures complètes du ligament croisé antérieur. Et à l'inverse, à 90 degrés de flexion, il n'y a pas de modification par rapport à un genou normal. Le faisceau postérolatéral, il a aussi un rôle prépondérant dans le contrôle de la laxité rotatoire. Donc, ces rôles différents ont poussé à discuter, à développer une reconstruction double faisceau dont la supériorité n'est pas clairement établie, mais il faudrait peut-être à l'avenir définir les patients qui pourront en bénéficier, notamment vraisemblablement chez les patients qui ont une laxité rotatoire, dont la laxité rotatoire est importante. Le problème qu'on rencontre, c'est que la laxité rotatoire, on a du mal à l'apprécier de façon objective. Je vous en parlerai juste après pour la laximétrie. Donc, les ruptures du LCA, là, ça va être très, très bref, hein, vous connaissez. Donc, dans 80% des cas, c'est au décours d'une activité sportive, en particulier du pivot. Il y a différentes circonstances, mécanismes de survenue des ruptures du ligament croisé antérieur, notamment la flexion valgus rotation externe que l'on rencontre au ski. Donc, il y a plusieurs facteurs favorisant ces ruptures. Là, c'était juste pour vous les citer les facteurs hormonaux, et notamment une supériorité pour des traumatismes similaires aux ruptures du LCA chez la femme plutôt que chez l'homme. Et ils discutent même l'incidence du cycle menstruel. Il y a un rôle de la laxité constitutionnelle, je vous en parlerai juste après. Des facteurs intrinsèques, le diabète et le poids et le surpoids. Et des facteurs anatomiques, on en a déjà parlé, l'inclinaison de la pente tibiale, on l'a dit, parce que ça majore, ça favorise, quand la pente tibiale est importante, la translation tibiale antérieure. Donc voilà l'imagerie des ruptures du ligament croisé antérieur en IRM. On a une désorganisation des fibres antérieures qu'on voit très bien ici. Parfois, on a du mal à voir la rupture. Parfois, on arrive à mieux la distinguer. Mais cette désorganisation des fibres architecturales localisées permet de déterminer la rupture. La bascule des fibres du LCA en battant de cloche, tu avais un beau dossier que tu montrais sur tes insertions méniscales. On voyait bien la bascule antérieure en battant de cloche. Là, on la voit à minima. On voit les fibres antérieures ici qui ont basculé, mais tout à l'heure, c'était un peu plus beau. On voyait qu'ils donnent des aspects de pseudo-cyclope lésions préopératoires. Ensuite, dans les ruptures du ligament croisé chroniques, tardives, diagnostiquées tardivement, ça peut se traduire par un aspect grêle du LCA ou une non-visualisation du LCA. Là, on est dans les chancrures intercondyliennes, on voit de la graisse et on voit aucun vestige de ligament croisé antérieur. Ce qui est difficile et qui parfois nous égare, c'est la mise en nourrice du LCA sur le LCP. Il faut bien s'attacher à regarder l'existence ou non d'une attache fémorale du LCA. Alors, ça, c'était les signes directs de rupture du ligament croisé antérieur. Et après, on a plein d'autres signes indirects qui témoignent de la rupture dans les cas douteux. Donc, l'horizontalisation du fragment distal. Voilà, donc là, je vous ai montré les 6 images et on va les démembrer. On va voir les différents signes successivement. Donc, l'horizontalisation du fragment distal du LCA. Là, on le voit très bien. Notre référence, c'est la ligne de Blumensaat et on voit que là, le fragment distal s'avachit, ça s'horizontalise. Il a perdu son orientation, l'orientation normale. Ça, c'est un signe donc de rupture du ligament croisé antérieur.
L'autre signe qui traduit l'épisode d'instabilité vrai, comme on peut voir dans la luxation de la patella, l'œdème en miroir, donc du condyle fémoral externe et du rebord postérieur du plateau tibial externe, l'œdème impaction, donc ces impactions osseuses, essentiellement condyle fémoral externe et rebord postérieur du plateau tibial externe. Elles ne sont pas anodines, ces impactions osseuses, et elles sont une des causes, un des facteurs prédictifs d'arthrose consécutive à la rupture du ligament croisé antérieur. Donc il y a la fracture du second qui correspond à une fracture arrachement du ligament antérolatéral, et ça, on le verra quand on traitera le point d'angle postéro-latéral, postéro-externe lors d'un prochain cours. Et ensuite, eh bien, on peut voir également un tiroir antérieur du ligament croisé antérieur spontané, du genou spontané, en mesurant ces deux perpendiculaires, l'une passant par le rebord postérieur du plateau tibial externe et l'autre par la partie la plus postérieure du condyle fémoral externe, avec une limite à 5 mm en latéral. Un autre signe qui n'est pas présent ici, c'est une découverture de la corne postérieure du ménisque latéral. Notez ici, vous voyez qu'on est assez périphérique, que ce patient avait une fissure verticale longitudinale de sa corne postérieure du ménisque latéral. Donc lésion, comme vous l'a montré David, fréquemment associée à la rupture du ligament croisé antérieur. Je ne vois pas les questions, hein, mais tu me diras, Laetitia, si c'est pertinent d'interrompre le cours. D'accord. Et ici, donc, je vous ai montré différentes images. Il y en a une dernière que je ne vous ai pas montrée. Donc, celle-ci, on a vu les impactions, la fracture avec l'horizontalisation du ligament croisé antérieur. Ça, c'était la désorganisation architecturale. On l'a déjà montré dans la rupture complète. Il y a un autre signe. Je vous ai dit, les impactions, ça intéresse essentiellement le condyle fémoral externe et le rebord postérieur du plateau tibial externe. Quand il y a une atteinte du condyle fémoral interne, c'est plus rare. Et là, il faut être extrêmement vigilant et rechercher des lésions associées. Là, vous l'avez reconnu, vous avez eu le cours juste avant, vous connaissez très bien, cette fissure donc, verticale longitudinale périphérique de la corne postérieure du ménisque, de la corne postérieure du ménisque médial. Donc, et qui n'a pas, on a parlé de la corne postérieure du ménisque médial, hein, c'est particulièrement important puisque c'est ce qui prend le relais, la corne postérieure du ménisque médial, c'est ce qui prend le relais à la résistance au tiroir antérieur du genou lorsque le ligament croisé antérieur est défaillant. C'est pas la même stratégie, c'est pas la même réflexion qu'on peut avoir sur les désinsertions capsulo-méniscales ou les fissures de la corne postérieure du ménisque médial que celui qui était de latéral, t'en parlais David, où l'abstention thérapeutique est possible avec un potentiel de cicatrisation. Là, le potentiel de cicatrisation est grévé du fait des augmentations des contraintes consécutives à la rupture du LCA. Donc, indispensable de rechercher les lésions associées et bien évidemment les lésions associées, donc l'anse de saute, on a parlé, l'atteinte du point d'angle postéro-externe ou les fissures méniscales, notamment, elles peuvent motiver la chirurgie et donc il est indispensable de les diagnostiquer et d'écrire. Alors, question que vous auriez pu me poser si vous avez participé aux questions en amont sur le cours du confinement, c'est est-ce que la rupture partielle est possible? Eh ben, dans la littérature, finalement, c'est assez fréquent, 10 à 30%. J'ai l'impression que ça me paraît beaucoup par rapport à mon expérience personnelle, mais voilà. Donc 10 à 30% de rupture partielle, 10 à 30% des ruptures du ligament croisé antérieur sont des ruptures partielles. La séquence clé, c'est la séquence. Alors, il y a les séquences sagittale oblique. Moi, j'ai une nette préférence et superbe la séquence axiale double oblique qui permet d'authentifier les ruptures et qui permet aussi de confirmer la rupture quand on a un doute avec le diagnostic différentiel que je montrerai, qui est le kyste mucoïde du ligament croisé antérieur. Mais même dans le cadre d'une rupture, préciser est-ce qu'elle est complète ou est-ce qu'elle est partielle et quel faisceau elle intéresse. Est-ce qu'elle intéresse le faisceau antéromédial ou postérolatéral? Donc, en cas de réparation chirurgicale, dans le cadre, parce que
pourquoi je vous dis que c'est important ces précisions? Parce que les ruptures partielles peuvent s'opérer et, et on préserve dans le cadre des ruptures partielles pour les questions de proprioception, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et de vascularisation, et le ligament croisé natif résiduel. Donc, ça permet de conserver une meilleure proprioception, d'apporter la vascularisation et qui sert de tuteur aussi pour la cicatrisation et la plastie de la reconstruction monofaisceau. Donc voilà. Voilà un exemple là, que j'ai récupéré tout à l'heure. Alors, ce n'est pas les plus belles images, mais je l'ai vu là, donc je vous le présente. C'était sur la vague d'un collègue. Donc, il n'y a pas de séquence axiale oblique, mais on voit quand même ici, donc là, c'est les fibres les plus hautes qui constituent l'insertion proximale du faisceau antéromédial. Et dès qu'on descend, on voit donc toujours les fibres du faisceau antéromédial, mais par contre, à la face profonde, ici, un épaississement édémateux, vraiment une petite rupture partielle, c'est une rupture partielle du faisceau postéromédial. Voilà, il n'y a pas de rupture complète même du faisceau postérolatéral. Pardon. Voilà. Et le faisceau antérolatéral, par contre, était parfaitement normal. Et on retrouve là, juste en dessous, donc ici, l'épaississement de l'insertion fémorale du ligament postérolatéral qu'on retrouve après sur les coups plus basses normales. Pour les ruptures, donc pour les doutes sur des ruptures versus kyste mucoïde ou dans le cadre de suspicion de rupture complète ou partielle pour préciser l'atteinte ligamentaire, il faut faire ces séquences axiales double oblique, donc oblique dans le plan perpendiculaire dans le plan sagittal au LCA et idem dans le plan coronal. Là, on voit le LCA. On fait des images perpendiculaires, donc deux fois perpendiculaires. Et on arrive à ces images donc, qui ne permettent pas parfaitement de comprendre l'architecture du genou, mais qui permettent d'avoir sur une corde le ligament croisé. Alors là, vous voyez, on ne distingue pas parfaitement, on n'individualise pas les deux faisceaux, mais on voit parfaitement le ligament croisé sur toute sa longueur et on peut préciser le caractère complet, incomplet et le faisceau atteint des ruptures du ligament croisé. Donc le diagnostic différentiel, c'est alors là, il n'y a pas de doute, mais ça peut parfois gêner un peu. C'est le kyste mucoïde, donc qui donne un épaississement œdémateux du ligament croisé antérieur, avec des portions kystiques. Là, dans des portions kystiques, donc essentiellement la postérieure. Et il peut y avoir une extension intra-osseuse. D'ailleurs, ce qu'on rencontre aussi souvent, c'est une extension du kyste mucoïde à la corne antérieure du ménisque latéral, parce qu'il y a des fibres communes de l'insertion tibiale du ligament croisé antérieur qui s'enchevêtrent avec la racine antérieure du ménisque latéral. Et donc, parfois, le kyste mucoïde du ligament croisé antérieur vient coloniser la corne antérieure du ménisque latéral. Donc, c'est une pathologie fréquente, on dit 1% des genoux, qui est plus fréquente avec l'âge. L'origine microtraumatique est supposée. C'est le plus souvent asymptomatique, mais ça peut se manifester par des douleurs poplitées par une gêne à l'hyperextension ou l'hyperflexion quand le kyste est postérieur. Il se distingue d'une rupture par la continuité des fibres ligamentaires et l'orientation conservée de ces fibres ligamentaires. Le principe thérapeutique, on peut tenter l'infiltration sous écho ou sous scanner. En cas d'échec, on peut avoir recours à une ligamentectomie. Alors, je n'ai pas revu la littérature, mais on avait eu au savoir-faire un topo où le chirurgien était intervenu. Il disait qu'il y avait une ligamentectomie, je n'en ai pas rencontré, sans réparation, sans ligamentoplastie. Voilà. Il fait retirer uniquement le ligament du fait du risque de recolonialisation de la plastique. Alors, on a vu l'IRM, on a l'aximétrie, donc pour apprécier la laxité du genou. À distinguer de l'instabilité qui est un symptôme du patient, une gêne du patient qui a le genou qui se sent instable. Là, c'est un déplacement objectif du genou, une instabilité objective, disons, du genou,
qu'on teste cliniquement, mais qu'on peut tester aussi par des mécanismes, d'un appareil d'application de force sur une table de radiographie comme le TELOS, qui permet la reproductibilité des mesures et l'étude comparative par rapport au genou contralatéral. Donc, ça permet de voir, par exemple, une laxité constitutionnelle qui est, on vous l'a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, un facteur favorisant des ruptures du ligament croisé antérieur. Ça permet également de détecter un relâchement de la greffe ou une rupture itérative. Parfois, le mode de rupture des greffons de ligamentoplastie, ce n'est pas les mêmes que la rupture. On ne voit pas forcément une image linéaire qui rompt la greffe, qui déchire la greffe. Parfois, c'est une perte de compétence, une défaillance de la greffe avec un allongement progressif. Et la leximétrie permet de l'authentifier de façon objective. Elle permet donc la mesure de la translation antérieure avec, grâce à ces mesures, celles qu'on a présentées sur l'IRM, avec un résultat absolu supérieur à 8 mm et un différentiel avec le genou contralatéral de 4 mm qui donne des résultats avec une bonne sensibilité et spécificité. Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la leximétrie physiologique des patients avec rupture. Donc les patients qui ont des ruptures, quand on regarde leur côté sain, ils ont une leximétrie physiologique qui est plus élevée que dans la population générale. Donc peut-être que c'est possiblement un facteur favorisant et ça pourrait éventuellement être intéressant. C'est des pistes que je propose, dépister chez les athlètes à risque pour une vigilance, un renforcement musculaire préventif de ces patients qui sont à sur-risque de rupture du ligament croisé. Il y a une amélioration des outils de mesure de la laxité, notamment pour l'étude de la laxité rotatoire. Je n'ai pas l'expérience dessus, mais c'est décrit dans la littérature, la laxité rotatoire, et ça pourrait avoir un intérêt pour le choix de type de réparation, notamment est-ce qu'on fait une réparation ligamentaire monofaisceau, simple faisceau, ou est-ce qu'on doit, chez les patients qui ont une laxité rotatoire, privilégier une réparation double faisceau, puisque je vous l'ai dit, le faisceau postérolatéral, ce n'est pas celui qu'on répare. Quand on fait du monofaisceau, on se base sur l'orientation, on reconstitue en fait un faisceau antéromédial. Mais si le patient a une laxité rotatoire, je vous l'ai dit, le faisceau postérolatéral, c'est lui qui assure la meilleure stabilisation rotatoire. Donc, peut-être qu'il faudrait privilégier une réparation double brin chez ces patients qui ont essentiellement une laxité rotatoire prédominante. Donc, le traitement, et là, je finis, vous voyez, ça n'a pas été trop long. Avec l'objectif thérapeutique est double. Il est traiter la gêne fonctionnelle, donc l'instabilité fonctionnelle, et la préservation articulaire pour éviter l'évolution vers la gonarthrose fémorotibiale interne. Donc, il faut être vigilant aux lésions méniscales associées, notamment la corne postérieure du ménisque médial, je l'ai dit et j'ai répété, puisqu'il joue le rôle, il supplée le ligament croisé antérieur dans son rôle de frein à la translation tibiale antérieure. Il ne faut pas négliger les impactions mucoïdes qui sont un élément pronostic d'évolution vers l'arthrose, surtout quand elles sont importantes. Les lésions ligamentaires associées avec l'atteinte du point d'angle postéro-externe qui majore les contraintes par bascule en varus à la marche et donc favorise l'arthrose fémorotibiale interne. Et pareil, le morphotype du patient, le genu-varum, qui est en plus majoré par la rupture du ligament croisé antérieur, par les lésions méniscales ou les ménisectomies médiales et l'atteinte du point d'angle postéro externe. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant aussi, je dis à la préservation, donc je dis articulaire, mais ça passe aussi par la préservation du ménisque, en évitant les recours excessifs à la ménisectomie et avoir tendance, dans la mesure du possible, aux sutures méniscales. Le genu-varum, il peut être arthrogène, c'est un facteur favorisant d'arthrose quand il est supérieur à 6 degrés, et donc peut s'envisager associé ou non à la réparation du ligament croisé antérieur chez des patients qui ont déjà une arthrose débutante, une ostéotomie valgisante combinée à la réparation du ligament croisé antérieur. Je vous l'ai dit, la laximétrie, elle peut avoir un rôle aussi dans la décision thérapeutique. Laxité constitutionnelle, c'est difficile de leur restaurer une bonne stabilisation. Est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier un traitement conservateur? C'est une question. Et pour l'instabilité rotatoire,
pourrait inciter à une réparation de double faisceau. Voilà, donc je m'écarte un peu du cours radiologique, mais je voulais me présenter une vision, disons, globale du ligament croisé antérieur, pas global justement, sur quelques points d'intérêt. Je vous remercie de votre attention et j'ai fini mon diapo. Merci beaucoup, Ilan. Merci beaucoup. Tu as Voilà. quelques questions, Laetitia, tu es avec nous? Ouais. Ouais. Alors, Tac. Est-ce que j'espère pour que je pourrai répondre. l'actimétrie, tu fais la radio de profil en charge? En fait, Bah, non, mais c'est sur le télos. Donc, c'est ça, c'est sur le télos. Donc, en fait, c'est pas en charge, il est en décubitus latéral, le patient, avec le système télos. c'est une machine spécifique, en fait. Voilà. Les patients ils sont en décubitus dans la Exactement. machine télos. Il faut l'avoir, le télos. Tout le monde ne l'a pas, d'ailleurs. Ouais. Tac. C'est une cube. Ouais, c'est une cube là. Oui, je vois Saïd qui me pose la question. Pour les coronales, bon, ouais, c'était une cube. Je ne fais pas du cube systématique. Hein. Je suis souvent DP 3 plans, mais en effet, on fait de temps en temps des cubes. Et là, pour les images, on a pris un DP. Il y avait quelqu'un qui avait posé la question. Il y avait une seule question avant le cours, qui avait été posée avant le cours. C'était quel est le délai à respecter? C'est dommage, on a bien avec le chirurgien Swanam, mais il nous a abandonné. Quel est le délai à respecter? Avant la chirurgie? Non, pas avant la chirurgie, avant l'IRM. Au bout de combien de temps est-ce qu'on peut faire l'IRM tout de suite? Parce que souvent on dit oui, il ne faut pas faire l'IRM trop précocement. Alors est-ce qu'il y a un délai? Est-ce que toi, Je ne sais pas clairement le dire. Honnêtement, on a recours de plus en plus précocement à l'IRM. À savoir, je ne l'ai pas dit dans mon topo, par contre, on peut méconnaître des fissures méniscales, je pense. La rupture du LCA, finalement, tu la vois. Alors, tu ne vois pas forcément la rupture à l'imaginaire en aigu parce qu'il y a un gros, mais ça te gêne un petit peu. Voilà, il y a un gros orage, il y a une grosse inflammation, il y a une grosse désorganisation, donc tu vois moins bien la rupture en aigu. Mais par contre, tu vois la désorganisation. Par contre, j'ai lu un petit peu là dans le livre de chirurgie, l'évolution, par exemple, traitement, pas traitement, parce que j'ai dit en effet que l'objectif c'était la préservation articulaire. Quand c'est une lésion du ligament croisé antérieur isolé, finalement, on n'a pas réussi à prouver la supériorité, très clairement la supériorité de la réparation du ligament croisé antérieur dans le cadre de la préservation articulaire du genou. Par contre, il y a des lésions 20 associées. à 30%, ouais, quand il y a des lésions associées, c'est différent. Bien sûr, là, notamment la colonne postérieure du ménisque médial et les structures ligamentaires. Ça c'est clair. Mais par contre, il y a 3 fois plus de fissures méniscales secondaires de la colonne postérieure du ménisque médial qui ont nécessité la chirurgie chez les patients qui n'étaient pas réparés du ligament croisé antérieur versus les patients opérés du ligament croisé antérieur. Donc quand même, ça revient à ce que j'avais lu aussi, effectivement, voilà. qu'il fallait avoir que l'instabilité potentialisait les lésions du ménisque médial et que empêchait la cicatrisation. Mais c'est assez logique puisqu'il prend le rôle du ligament croisé antérieur en majeure les contraintes sur le ménisque puisqu'il joue le rôle de frein des transmissions. Voilà, et ce que j'avais lu, c'est qu'effectivement, en cas de lésion postérieure, en cas de fissure postérieure du ménisque médial périphérique, il fallait pousser à la chirurgie parce que il fallait pousser à la chirurgie. C'est un argument en plus pour opérer. La rupture du LCP, ça c'est une remarque. La rupture du LCP, je regarde là au fil de l'eau. La rupture du LCP peut ne pas être un post-traumatique immédiat. Je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation. Moi je crois que la rupture du ligament croisé postérieur, on la voit très bien en post-opératoire immédiat. À l'inverse, par contre, et on en a parlé la semaine dernière à la RIB, à distance, tu peux la méconnaître parce que le LCP, contrairement au ligament croisé antérieur, il est nettement mieux vascularisé. Il a un très bon potentiel de cicatrisation et donc il peut cicatriser complètement et on peut même ne plus du tout voir un ligament croisé postérieur normal alors qu'il y a eu une rupture complète. Non, il a un beau potentiel de cicatrisation, le LCP, mais en aigu, tu le vois. Mais après, tu peux en effet moins le voir, en tout cas moins voir nettement la rupture complète parce qu'il y a un vrai potentiel de cicatrisation. Le LCA, donc il y a un traitement fonctionnel avec des images, je ne les ai pas retrouvées là pour le topo, mais on avait des images de rupture du ligament croisé complète du ligament croisé antérieur qui conservait une orientation normale et une réparation complète, mais le traitement fonctionnel
à la normale, un retour à la normale, avec un LCA qui paraissait normal, en tout cas sur le terme de l'imagerie et sur la fonction testée par le chirurgien. Mais ça nécessite une immobilisation assez stricte, une compliance au patient assez importante. Voilà. Et une question, c'est est-ce qu'en cas de doute sur rupture partielle, est-ce qu'on doit recontrôler et à quel délai? C'est vrai que parfois on est un peu embêté, on ne sait pas est-ce que c'est une rupture partielle, est-ce que c'est… Du LCA, Ouais. bah, en fait, c'est vrai que moi, j'avais, avant de préparer le topo, une attitude assez rassurante en envisageant un traitement fonctionnel pour les ruptures partielles. C'est ce que j'imaginais, hein, une réparation, pas de réparation dans les ruptures partielles, en disant que ça va être tuteur. Et si on immobilise bien, bah, il y aura un potentiel de cicatrisation qui va s'opérer en tutelle avec l'antéromédial. Mais en fait, comme on voit, comme j'ai essayé de l'expliquer dans mon topo, ces deux structures, elles n'ont pas la même fonction. Donc, la tendance, alors ils testent, et il y a l'aximétrie et il y a le rôle du pivot. Ils font un télos. Voilà, Ouais. c'est télos et rôle du pivot. Et si une activité sportive, eh bien, les ruptures partielles, ils ont tendance à les cicatriser et à opérer. Voilà, je vous l'ai dit, l'antéromédial, plus volontiers, c'est en fait, il suscite une plus grande laxité que le postérolatéral. Donc, l'antéromédial, ils vont plus volontiers l'opérer et le postérolatéral uniquement s'il y a une laxité rotatoire. Qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, par contre, la différence pour les ruptures partielles, ils ont tendance à les opérer plus tôt, justement, même, parce qu'ils se servent de l'inflammation et pour une meilleure cicatrisation. Alors que la chirurgie du ligament croisé antérieur en aigu, je crois que apparemment, c'est pas top, avec un gros risque de cicatrisation, d'arthrofibrose et du fait du caractère très inflammatoire du processus. Tac. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si tu vois des questions, le ligament antérolatéral, le ligament antérolatéral, en fait, finalement, tu le vois. Ah oui, non, c'était en privé. Bon, voilà. Moi, je te répondrai, mais on le voit, le ligament antérolatéral, on l'analyse. Je l'analyse pas systématiquement, mais en fait, quand il est anormal, tu le vois. Soit tu vois la fracture de seconde, soit tu vois l'œdème à son insertion distale ou une rupture à son insertion distale, tu le vois et tu peux la décrire. Donc voilà, l'eurocontrôle, non, idéalement, il vaut mieux faire un examen complet, les axiales obliques, je ne contrôle pas, ça dépend après de la décision thérapeutique. En fait, les ruptures, je ne les recontrôle pas particulièrement. Soit ils ont un traitement fonctionnel, et dans ce cas-là, en effet, ça rentre dans le cadre de la surveillance ou de la prise en charge fonctionnelle, et après, ils peuvent tester cliniquement si soit il a des signes d'instabilité, soit il a une leximétrie au télos, et ils peuvent le reprendre secondairement après le renfort. Sinon, non, pas de contrôle particulier. La diffusion, il parlait un peu de la diffusion aussi. Ça, c'est Nolay qui la pratique. Moi, j'ai peu d'expérience. Finalement, c'est l'équipe de Nolay qui la pratique. Je ne sais pas si Frédéric, il a une expérience et il a un avis là-dessus. Je ne sais pas s'il est encore là, mais d'accord. je crois pas. En tout cas, moi, mais en tout cas, moi, je m'en sers pas. Moi, je m'en sers pas. Je pense eux non plus. Eux non plus, à mon avis. Il y a une question, il y a quelqu'un qui t'a posé une question, qui te la repose. Y a-t-il des images anatomiques pièges à connaître, des variantes dans le cas d'une lésion du LCA? Non, deux choses, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, en fait, le LCP il est toujours noir, le LCA il peut être un peu blanc. Ça, c'est du fait des différents faisceaux qui s'individualisent avec l'interposition de graisse, notamment sur le ligament postérolatéral, le faisceau postérolatéral. L'autre chose, j'en ai jamais vu, c'est exceptionnel, mais tu peux avoir une agénésie du LCA. Voilà, j'en ai jamais vu. Mais tu peux avoir une agénésie congénitale du LCA. Après, tu peux le suspecter, comme pareil que pour les méniscoïdes, sur l'organisation de l'échancrure intercondyliale qui doit être plus étroite et pas d'épines. Voilà. Est-ce que vous utilisez les axiales obliques systématiquement? Non, je n'utilise pas systématiquement. En cas de doute. Souvent, il n'y a aucun doute. Hein. C'est ça. Quand il y a une rupture complète, je n'utilise pas. Rupture partielle, je le fais. Donc le télos, tu utilises, je te fais répéter, je suis désolé, mais le télos, tu utilises en cas de doute c'est quoi votre utilisation du télos en fait? En fait, je sais que là, les chirurgiens, ils en parlent de temps en temps pour le diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur. Je trouve que l'IRM, finalement, la qualité de l'IRM, elle permet parfaitement de dire s'il y a une rupture ou pas. Alors, la seule bémol à ce que je dis, c'est en effet, quand tu as eu une rupture du ligament croisé antérieur, que tu as fait un traitement fonctionnel ou que par miracle, sans traitement fonctionnel, il a cicatrisé complètement,
est-ce que la cicatrice, elle est fonctionnelle, elle est compétente ou pas? Là, tu peux utiliser la laximétrie. Mais sinon, je pense que c'est surtout pour l'importance de laxité et pour avoir une laxité, les mesures objectives de la laxité qui prédit, qui suggère un risque accru d'arthrose. D'accord. Voilà, je ne sais pas si j'ai été Non, c'est très clair. Ouais, c'est clair. Tac. D'autres questions? Écoute, on demande l'épaisseur de coupe. partielle. Ouais, entorse du radial, c'est la même chose en fait. Entorse, Voilà, c'est la même chose. C'est comme les entorses de cheville, tu as entorse on bénigne. demande l'épaisseur de coupe. Là, je fais 2 mm. Mais après, j'ai vu là, dans notre truc, on fait 1,5 mm. Mais 2 mm, c'est largement suffisant. Et le cube, tu fais du cube, toi? Je sais pas trop de cube. Moi, je fais pas trop de cubes. Moi, je fais plus Ouais, c'est con. plan. Ouais. Ok. On a l'IRM est pas mal. Et donc, oui, je crois qu'il n'y a plus trop d'autres questions. Oui, peut-être encore une question. Non, merci beaucoup. Ouais, ça, je suis d'accord. Oui, donc finalement, pour ceux qui sont encore là, le 30 juin, on fera la suite, du coup. On fera ce qu'on n'a pas pu traiter aujourd'hui sur le genou traumatique, donc tout ce qui est les ligaments collatéraux, la lésion des points d'angle, et puis le ligament post-opératoire. Par contre, je me permets, je suis entièrement d'accord, David, il n'y a aucun souci, c'est avec grand plaisir. Par contre, c'est vrai que essayez, si vous avez des questions précises ou voilà, en amont, avant le cours, de les poser. Vous avez un petit onglet sur le cours du confinement. Vous les posez. En fait, moi-même, l'idée que j'avais eue initialement, c'est même d'intégrer vos questions dans le cours et comme ça, j'y réponds. Voilà, question 1 qui a été posée. Vous voyez, comme ça, je vous réponds directement de façon plus constructive parce que des fois, vous me posez des questions fil de l'eau, c'est des questions précises. On n'a pas forcément une réponse, ou en tout cas pas forcément une réponse étayée. Ça me permet d'avoir une réponse plus pertinente. Voilà, pour progresser, pour qu'on progresse tous ensemble. On compte sur vous aussi. Vous devez progresser vous aussi. Alors, on me demande pour les ateliers. Les cours du confinement. Ouais, excuse-moi, Ilan. On me demande pour les ateliers. Les ateliers, je suis désolé, mais c'est un engagement que j'avais pris auprès de l'UNIR de les réserver à l'UNIR. Mais voilà, on fera d'autres ateliers, on fera d'autres choses avec grand plaisir. Et c'est pas juste, voilà, c'est juste pour les adhérents de l'UNIR. Donc, parce qu'on me dit pour nous les Maghrébins, mais voilà, c'est juste pour les internes en fait. A priori, les adhérents de l'UNIR, c'est juste les internes. Donc c'est des cours pour les voilà, ça pourrait évoluer, il faudra voir, vous verrez. Ouais, voilà, pour l'instant c'est comme ça, mais on verra ce qu'on fera. Puis voilà, mais on va continuer les cours du confinement, on va continuer de faire des cours, voilà, quelques cours par mois. Et puis voilà, encore nombreux à nous suivre, donc ça nous fait plaisir. Ça nous permet nous aussi de progresser et de lire sur les sujets, donc c'est très bien. Ilan, je pense que c'est bon, non? Ok, superbe. Merci beaucoup. Le rendu rendu 30 juin, c'est écrit sur le site, donc ça devait être normalement le professeur Alain Blum, mais finalement il n'est plus dispo, donc il va être remplacé et M. Blum fera le cours en juillet. Voilà, merci beaucoup Ilan, c'était très intéressant. Et si vous avez des remarques, voilà, vous harcelez David par mail, comme ça on progresse. Non, surtout pas. Non, mais si vous avez des remarques sur le cours, comme le lien va toujours être là, vous n'hésitez pas, vous mettez sur questions, vous posez des questions. Si vous avez des questions qui viennent après, nous on regardera. On regardera. Et puis sinon, vous avez la boîte mail des cours du confinement. Vous pouvez y aller, mais mon boîte mail perso, non, faut pas, parce que je suis hyper. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup, Laetitia.